Ils sont presque un mirage dans une capitale française où le bitume règne en maître. Paris n'est pas vraiment connu pour ses espaces verts et pourtant, certains, vous allez le voir, sont là depuis des siècles. Derrière les façades du Sénat, du Trocadéro ou encore de la gare d'Austerlitz se cachent des petits jardins où le temps semble s'arrêter. Et pour entretenir ces oasis, une armée de jardiniers. Un besoin de nature qui, vous allez le voir, contamine aussi parfois les habitants eux-mêmes. Voici Paris et ses jardins secrets. Et c'est un reportage découverte signé Roberto Lugones et Karine Guillaume. Ils sont un espace de respiration, une pause au milieu de l'asphalte. Il y en a de toutes sortes. Les jardins privés sont les plus secrets, comme ce parterre à la française, dont l'existence est jalousement cachée. Il suffit parfois de franchir une porte pour se retrouver dans un tout autre univers. Des espaces comme ceci à Paris, oui, il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre dehors en ville dans un endroit de nature. Ce cocon végétal se prolonge à l'étage, avec sa vue sur la Tour Eiffel. Paris est la capitale aux 1000 jardins. Pour que ces espaces verts demeurent parmi les plus beaux du monde, plus d'1 millier de jardiniers de la ville de Paris travaillent d'arrache-pied. Certains, comme Serge et son adjoint Ronan, rivalisent d'imagination pour remporter un concours prestigieux. On vit plante, on est complètement intégré dedans, c'est extraordinaire. Cette année, 40 équipes vont s'affronter pour faire des jardins publics des lieux d'exception. Dans les jardins historiques, des jardiniers chevronnés préservent de précieux arbres centenaires. On a une certaine fierté de les maintenir dans un état correct le plus longtemps possible. Frédéric et ses collègues reproduisent des gestes ancestraux, mais ils doivent aussi combattre au quotidien de nouveaux ennemis redoutables. En plein centre de Paris se trouve aussi un jardin très particulier. Allez, hop là. Il abrite 900 animaux, dont des espèces rares. Et cette année, les soigneront l'espoir que dans ce cadre de vie exceptionnel, un couple de kangourous arboricoles puisse se reproduire. Ce serait une première. Les jardins de Paris sont aussi parfois le fruit d'amateurs passionnés, comme Émilie. Avec ses voisins, elle a décidé de créer de minuscules jardins pour préserver l'avenir. On a beaucoup de gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et justement, je crois que c'est aussi ça qui me donne envie, c'est de relever le défi. Pour végétaliser les murs et les trottoirs, Émilie mène un combat de chaque instant. Frédéric, Serge, Émilie, jardiniers amateurs ou confirmés, ils font vivre le poumon vert de la capitale. Tous les matins, Frédéric remonte la Seine pour se rendre dans l'un des plus grands parcs parisiens. Il a le privilège d'être parmi les tout premiers à franchir les grilles du Jardin du Luxembourg. Il y a 400 ans d'histoire, donc le cadre est magnifique. Moi, mon ambiance de travail, c'est les oiseaux, les arbres, les fleurs, les enfants qui jouent. C'est des conditions de travail qui sont extraordinaires. Le Luco, comme le surnomment les Parisiens, c'est le jardin du Sénat. Frédéric est l'un des 70 jardiniers qui maintiennent la splendeur de ce jardin à la française. Il s'occupe d'entretenir les arbres les plus anciens de la capitale. Ah, voilà les échelles, tout arrive. Pour que ce jardin reste un des fleurons français, le défi est permanent. Ce matin-là, les équipes ont une mission délicate. On se met à deux par grenadier. La taille annuelle des grenadiers. C'est pas le plus facile, hein. Celui-ci, il est fatigué. Ah, c'est des arbres centenaires, hein. Voire multicentenaires. Ces grenadiers sont des arbres d'ornement.
Il donnerait des oranges amères s'ils n'étaient pas taillés. L'objectif, essayer de recentrer la forme du grenadier, qu'il ne soit pas désaxé ou qu'il ait trop développé un côté. Et après, on attaque. Donc on monte et on descend tout le temps, on prend du recul et tout doucement, on lui redonne une forme. Ces arbustes sont un patrimoine unique. Un héritage, laissé par la reine Catherine de Médicis. C'est elle qui a fait construire le palais du Luxembourg en 1622. Pour le jardin, elle aurait exigé qu'on plante des orangers qui lui rappelaient son Italie natale. Ce sont les gravures d'époque qui nous permettent d'affirmer qu'au temps de Marie Médicis, on avait déjà dans les jardins des caisses d'orangerie. Une fois taillés, les grenadiers déménagent. Direction l'orangerie, l'une des plus belles et l'une des dernières encore en fonctionnement. Tous les ans, au mois d'octobre, Frédéric et ses collègues orchestrent un étrange ballet. Devant, il va reculer là. Il y a 180 arbres à rentrer pour l'hiver. Non, avec le public, c'est toujours délicat. Bah, les gens ne font pas attention. C'est compliqué, on ne peut pas empêcher tout le monde de passer. Il faudrait fermer le jardin pour être tranquille. Dans l'orangerie, les jardiniers pourront travailler en paix. Elle est interdite d'accès. C'est dans ce bâtiment, construit pour les orangers de Marie de Médicis, que les précieux arbustes sont entreposés. On a quand même la chance d'avoir de la lumière zénitale, ce qui n'est pas le cas dans toutes les orangeries. En France, c'est la seule avec un toit en verre. Toutes les autres sont des orangeries soit troglodytes, donc forcément il n'y a que des vitres latérales, comme celle de Versailles par exemple. Là, c'est vraiment l'orangerie de luxe. Alors... Aujourd'hui, des engins de levage déplacent les caisses, alors qu'autrefois, c'était les jardiniers qui s'en chargeaient. Attention à ton rétro, Dominique. Ton rétro, Dominique. C'est la seule chose qui ait changé depuis le XVIIe siècle. C'est combien de tonnes un panier comme ça? En fonction des modèles, on peut aller de 3 à 5 tonnes. Les palmiers ont poussé pendant l'été. Ils passent juste dans l'orangerie. Taille Tetris, on a des formes différentes, des poids différents et une organisation à maîtriser. Et puis on a le côté fragile parce qu'on a des branches qui peuvent casser si on pousse un peu fort. Hop! Et voilà. Il va passer l'hiver tranquillement ici, au chaud. Ces monuments historiques ont une vie princière. Mais le temps qui passe et la pollution n'épargnent aucun arbre. Frédéric va en faire le difficile constat. À quelques kilomètres de là, un autre grand jardin participe à la renommée de Paris. Le Jardin des Plantes et sa ménagerie, qui est l'un des plus anciens zoos du monde. Sur une petite surface, y vivent près d'1 millier d'animaux. Faire cohabiter autant d'espèces en plein cœur de la capitale, c'est un défi quotidien. En fait, vous devriez démarrer à 9h moins le quart, vous, non? Parce que Christelle est la nouvelle chef soigneur. vous faites des échanges de communication? Très bien. Ce matin-là, parfait. sa tournée habituelle lui réserve une belle surprise. Alors, mon pépère. Alors, mon titi. Oui, ma fille. Oui, ma fille. Tout va bien. Des bébés yaks sont nés dans la nuit. T'as déjà connu des jumeaux ici? Jamais. Claire, elle est plus vieille que moi ici, donc... C'est une première. donc Pour moi. Des jumeaux. bon, après, faut espérer qu'ils nous prennent les 5, hein. Christelle ne va pas garder les yaks. Il va falloir trouver un zoo d'adoption pour toute la famille. Pour présenter des très grosses espèces, on est très limité. C'est à nous, finalement, de vivre avec des contraintes qui sont importantes par rapport au fait que la ménagerie fait 5 hectares, qu'elle est petite, qu'elle est en plein centre de Paris. Le parc compte ainsi privilégier des espèces plus petites, qui demandent moins d'espace. Bonjour. Ça va, le hango? Chaque naissance est une récompense pour leurs efforts. Mais il y a un couple dans le zoo qui donne du fil à retordre. Ce matin-là, la femelle s'est très mal comportée.
Salut Yingwei. Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise là? Elle a pété le radiateur hier. Elle a pété le radiateur hier? Ouais. Il est tombé, elle s'est excitée puis il est tombé. Et ils ont sécurisé les fils ou pas? Non, pas plus. Si. On dirait une grosse peluche, mais il ne faut pas s'y fier. Tout va bien, ma crevette, tout va bien. Dendrolac, c'est son nom latin, et donc c'est un kangourou arboricole, donc c'est un kangourou qui vit dans les arbres. Et donc on a la chance de présenter à la ménagerie cette espèce qui est très rare. Et donc nous avons un jeune mâle et une jeune femelle, et le but est de faire des mises en contact, et ensuite de les laisser ensemble et d'avoir de la reproduction. Ce kangourou arboricole est une espèce en voie de disparition qui se reproduit très mal en captivité. Alors, faut que tu recules, faut que je le passe par là. Jusqu'à présent, il a fallu séparer le mâle et la femelle. Et l'autre, on vient la placer sur celle-là. Ce soir, avec les vétérinaires, Christelle a décidé qu'il était temps de les réunir dans le même enclos. Bonjour mon titi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, je tiens. Bonjour monsieur. Monsieur s'engage le premier. Écoute, si déjà il se déplace, c'est déjà pas mal. Mais dès que la femelle approche, il se sauve. Et madame se lance à sa poursuite. La lune de miel semble bien compromise. Saleb a assez peur d'Ingwe dès qu'elle vient, donc là il était en bas, il s'est dirigé direct vers la porte, comme pour s'en aller. Faut pas qu'il se cogne vraiment dans la porte. L'équipe des soigneurs se donne plusieurs mois pendant lesquels ils vont tout faire pour que les deux petits kangourous se reproduisent. Paris possède 550 hectares de jardins publics, entretenus par une armée de jardiniers. Certains d'entre eux sont tellement passionnés qu'en plus de leur travail habituel, ils participent à un concours. Le concours de la plus belle décoration florale. Ils ont 4 mois pour transformer leur jardin en œuvre d'exception. Je prends celle-là. Ok, donc on a les 3 lots. Bon, impeccable. À la manœuvre, Serge, Ouais, tout aussi. secondé par Ronan. Donc je vous présente Ronan. Il gère la décoration florale de A à Z. Il en connaît déjà un bon rayon. Je lui transmets mon savoir et c'est bingo parce que nous avons pratiquement un prix tous les ans. Donc c'est que ça marche bien. Comme à l'habitude, hein, quand on rentre dans le jardin, il faut qu'on puisse embrasser toute la décoration florale pratiquement d'un seul coup d'œil. Eh Wilfried, je crois que c'est dans l'autre sens. Serge et Ronan défendent la candidature du parc Galliera, à 2 pas de la Tour Eiffel. Le concours a pour thème « Graines de champion ». Et Serge a choisi de représenter les Jeux Olympiques. Voilà, c'est bon. Ça, tu vois, Clémence, quand tu te mets dans l'axe de la fontaine, on a un rond qui vient derrière, un rond qui est juste là et un juste là. Il y a une symétrie avec le mobilier à égale distance, donc c'est important. Le thème des Jeux Olympiques, nous l'avons conçu de façon assez simple, hein, parce que tout le monde a en tête, hein, la flamme, des athlètes, un podium. Voilà, on va dire que c'est au premier degré, mais c'est parlant. On peut regarder sur le terrain déjà. Le point fort de Serge, ce sont les fleurs. On fait le mélange bleu, rose et bleu. Ok, je vais chercher ça. Dans un même massif, les couleurs ne sont jamais choisies au hasard. C'est l'art du camailleux. Par exemple, là, vous avez du violet avec un rose. Cette plante-là est beaucoup plus sombre et celle-ci va être beaucoup plus mise en valeur vis-à-vis du mélange. Je vais remettre celle-là. Vous avez rajouté une petite touche, comme un peintre. Un petit coup de pinceau, en fait, qui va marquer la scène que vous présentez. Il faut jouer sur vraiment tous ces éléments et trouver une cohérence. C'est un grand challenge. Le jury sera-t-il séduit par ce jardin olympique? Le savoir-faire est là, mais en matière de jardinage, il y a toujours une part d'incertitude. Pour que les 450 parcs et jardins de la ville soient toujours impeccables, les jardiniers ont un trésor caché. Il se situe en région parisienne. C'est une serre immense, la plus grande d'Île-de-France. 2 millions de plantes, 500 variétés de fleurs différentes. Serge vient repérer et choisir ses fleurs dans le coffre-fort vert de la capitale. Bonjour Serge. Bonjour Pascal. Ça va bien? Impeccable. Bonjour. Ça va bien?
Tu viens voir tes petites plantes passer pour Galliera. Pour Galliera. Il y vient régulièrement pour s'inspirer. Ouais, celle du bout, hein, au niveau couleur, c'est celle-là. Ouais, ouais. En premier rang, c'est impeccable. Ouais, ouais. Puis elle est belle. Hein. Il y a des petites pousses partout, elle s'étale, elle demande qu'à y aller, quoi. Elle demande qu'à aller s'enraciner à droite, à gauche. Serge travaille avec 1 an d'avance. Dès qu'une composition florale est lancée, il commence à réfléchir à la suivante. C'est pas simple, hein, parce qu'il y a des volumes aussi à rechercher. Il faut que ça tape à l'œil aussi. Hein. Parce qu'au premier coup d'œil, on a un coup de cœur aussi, c'est important. Donc il faut tout calculer. Il a carte blanche pour réaliser des massifs époustouflants. Le concours de la plus belle composition fleurie est là pour mettre en valeur l'esprit créatif des jardiniers. Dans l'est de la capitale, les jardins publics se font plus rares. Alors la mairie de Paris encourage les habitants à planter, à verdir leur quartier. Émilie est une jeune mère de famille qui compte bien profiter de l'aubaine. Je vais aller voir si on peut récupérer des plantes. Tu viens avec moi? Bonjour, Émilie Bourgoin, je suis de l'association Village Jourdain. Je voulais savoir ici, est-ce que vous donnez des plantes? Des pensées, c'est oui, sûr. d'accord. Émilie a plusieurs projets pour amener du vert dans son quartier. Ah oui, il y en a plein là, super. Super, génial. Tout ça, c'est pour les gens qui veulent végétaliser Ah mais c'est top, au c'est pied top. de leur immeuble, dans la rue, dans les jardins partagés, etc. Super, On d'accord. mélange un petit peu les différentes plantes. Mais pour l'instant, les pousses ne font que 3 cm de haut. Il va falloir qu'elles grandissent en pleine rue, où elles risquent d'être saccagées. Dans ce genre d'action, le plus important, c'est d'avoir la foi, de se dire que si c'est arraché ou abîmé, on replante, on ne te démoralise pas et qu'on prend tout ce qu'on nous donne. La récolte On est contents. On a plein de trucs entre ça et la grande plaque. on est bien. On est bien, on a de quoi faire. On a fait une belle récolte. Hein? Oui. 6 sacs de terreau, le matériel, les outils, impeccable. Voilà, allez-y. De retour dans son quartier, Émilie passe aux travaux pratiques. Les enfants du voisinage sont mis à contribution. Ils sont rue du Jourdain, juste un peu plus haut, tu vas voir. De toute façon, suis-nous. On y va, venez avec moi. Viens, on végétalise un banc. Émilie habite un quartier dans lequel les espaces publics sont régulièrement dégradés. On y va, on y va, on y va, on y va, on a besoin de tout le monde, on a besoin des sacs, des bras, tout. Alors déjà, vous déchargez tous les sacs de terreau, tiens, contre le mur là. Ou par terre là, carrément, allez par terre, allez. Voilà, on les met en 2 tas. Donc l'idée là, c'est en fait de végétaliser autour de cet arbre et de créer aussi un petit espace de communication, de façon à ce que les gens puissent s'asseoir, se poser, discuter. Et comme c'est une petite placette qui est assez passante, on pense que ça peut être assez sympa. Pour avoir le droit d'investir les trottoirs, Émilie a obtenu un permis auprès de la mairie. Je vous ai pris des gants pour ceux qui veulent. On demande un permis de végétaliser. Il faut savoir qu'on peut avoir des graines et de la terre. Hop, ok, alors on y va. Ouais, tire vers toi. 1, 2, 3. Ouais, voilà, super. Parce que le but, c'est de tout remplir. Vous venez nous aider? Allez, Dans son projet, elle est soutenue par de nombreux voisins. alors, qu'est-ce que tu m'as apporté comme graines? C'est des graines, je sais pas ce que c'est. Elles sont trop jolies, ces petites graines. Elles sont poilues. Ben oui. On peut les mettre directement dans la terre, tu crois? Ben Ou faut oui, qu'on fasse mais des semis? quelques-unes. Moi, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose à la base et j'apprends du coup au fur et à mesure des bonnes volontés et des talents et des savoirs de tous les habitants. Chacun a sa petite graine à apporter. C'est vrai, hein, c'est au vrai, projet. exactement. Il suffit de quelques heures pour que le banc fleuri prenne forme. Et après, il faudra arroser. Bonjour, bonjour. On a une petite demande. Est-ce qu'on pourrait prendre de l'eau chez toi pour arroser les plantes? C'est comme ça la végétalisation à Paris. C'est avec les moyens du bord. On fait avec l'environnement, les commerçants.
l'eau dans le salon de coiffure, là où ça se trouve, au milieu des couleurs. Je vous prie d'accueillir la marraine du banc, Patou. Regarde comme c'est beau et je te donne l'honneur de faire le premier arrosage. Allez, mes petites pensées. C'est une première réalisation pour son quartier. Mais Émilie a déjà en tête un autre projet. Juste à côté, il y a ce mur qu'elle aimerait végétaliser. C'est un mur qui fait 2 fois 7 mètres de long. C'est un gros challenge. Ce mur appartient à énormément de gens. En partie à la mairie, et la mairie nous a donné l'autorisation, mais aussi à toute une assemblée de copropriétaires qui ne sont pas forcément d'accord, qui ont peur que le mur soit abîmé, qu'on prenne l'eau, qu'il y ait encore plus de détritus. Une étape décisive a lieu ce soir-là. Émilie a besoin de 2 700 € pour financer son mur. Elle va les demander au conseil de quartier de Belleville. Ça s'annonce un peu tendu parce que les dernières fois où j'y suis allée, c'est-à-dire l'année dernière, ça s'est pas très bien passé et je me suis pas du tout sentie, bien accueillie. J'espère qu'on va avoir gain de cause. Émilie sera bientôt fixée. Dans un instant, les choses vont se corser pour Émilie. Émilie, bonsoir, il est 19h20, je suis sortie de la réunion. La question ne passe pas à la majorité, désolée, bonne soirée quand même. Quant à Serge et son équipe, ils vont accueillir le jury de la plus belle œuvre florale de Paris et malgré leurs efforts, ils vont avoir quelques surprises. Ouais, ok. La réunion du conseil de quartier a mal commencé pour Émilie. Elle est arrivée en retard. Autour de la table, les habitants de Belleville vont décider s'ils accordent ou pas la subvention qu'elle a demandée. Donc, vas-y, Émilie. Oui, bonjour, bonjour à tous. Désolée pour notre retard. Le projet qu'on vient défendre, c'est un projet de mur végétal qui est sur la place des Rigoles, qui est un mur qui fait 14 mètres de long, qui est très souvent détérioré, tagué. Donc l'idée, c'est vraiment de le rendre plus agréable, de mettre plus de verre dans la ville et d'impliquer aussi tous les acteurs dans ce projet de végétalisation. J'ai vu qu'il y a des engagements, notamment celui de l'entretien par rapport à la propreté, puisqu'on sait que ces endroits peuvent facilement servir de dépôt de déchets. Tout à fait. Quelle est votre approche là-dessus? Alors, on essaye de le faire parrainer par un commerçant qui n'est pas très loin. Le parrainage consiste à quoi? Il consiste à l'entretien, l'arrosage, et puis la surveillance un petit peu du lieu. Sans leur accord, le projet tombera à l'eau. Alors je propose qu'on vote d'abord pour le mur. Donc je vous rappelle, c'est 2700 pour le mur en investissement. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est unanimité. Donc ça merci, fait 10 discours. Bravo. Bravo. Il ne manque plus que le feu vert des propriétaires du mur. Justement, ce même soir, ils tiennent leur réunion de copropriété. Non, pas de nouvelles de la copro pour l'instant. Ah si, j'ai un message. Émilie, bonsoir, il est 19h20, je suis sortie de la réunion. La question ne passe pas à la majorité, désolée, bonne soirée quand même. Malheureusement, grosse déception là sur ce plan-là. Je sais pas du tout, là je viens d'apprendre la nouvelle, je sais pas du tout comment on va faire. Justine et Mathias, j'ai une super mauvaise nouvelle. Ouais. La copro a dit non. Ah. Bon, je sais pas comment on va faire, on va voir. Émilie garde espoir de parvenir à végétaliser son mur malgré tout. On s'arrête pas sur les mauvaises nouvelles et on va essayer de trouver, on va essayer de contourner, on va essayer de trouver des solutions, on va se serrer les coudes et puis on va y arriver parce que voilà, pas de raison. Dans les jours qui viennent, elle va tout faire pour verdir son quartier, malgré les obstacles. Dans le square Galliera, près du Trocadéro, Serge et son équipe font eux aussi le maximum. Mais à quelques jours du concours, le moral est mitigé. La phase finale, c'est l'entretien. Et l'entretien, pour mener à bien pour mener au terme une décoration comme celle-ci, l'entretien, c'est primordial. L'effet voulu, c'est de présenter une sorte de collier sur un écrin vert. La floraison n'est pas extraordinaire. La plante qui devait symboliser la flamme olympique n'a pas beaucoup de fleurs. Elle a beaucoup fleuri en juillet-août.
Et là, malheureusement, on a des nuits bien fraîches, on a des passages pluvieux assez fréquents. Ce qui fait que elle est un peu en demi-teinte. Mais 2-3 jours de beau temps consécutifs et ça repart de plus belle. Virginie! Et ce n'est pas tout. Les dernières pluies ont amené des parasites. Tiens, Virginie, tu vois là, on a une attaque de chenilles sur ce pied-là, mais pas sur les autres. Hein. Tu vérifies tout autour. Là, on a des choux noirs de Toscane. On en a 4 dans la déco. Il y a une symétrie. Et on s'est aperçu qu'il y avait un peu de pierride. C'est un petit papillon blanc qui pond ses œufs. Et on commence à avoir des trous comme ça. Là, c'est carrément une esthétique. Il reste 10 jours avant le passage du jury. Serge regrette de ne pas avoir planté encore plus densément son massif. On verra bien de toute façon, on verra bien. On verra ce que ça donne, mais bon, j'espère que les gens ont aimé en tout cas. J'ai 53 ans et on apprend toujours. C'est un monde qui est très très vaste en fait. Hein. On part en retraite, on a encore à apprendre, ça c'est sûr. Pour être certain de ne pas faire fausse route, Serge lance une petite opération d'espionnage dans le jardin d'un concurrent. En tout cas, c'est net, c'est propre. Hein. C'est impeccable. Alors attends. Ils ont appréhendé le thème d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils ont opposé des groupes de plantes entre elles. Des plantes douces avec des plantes piquantes, des plantes foncées contre des plantes panachées plus claires. Donc c'est un combat entre les végétaux. Donc c'est une autre approche du thème. Ça en jette moins, mais en attendant, le thème il est plus approfondi, il est plus fouillé. Il y a même quelques petites bricoles que l'on ne connaît pas, donc on va les voir, on va les voir plus près. À ce feuillage rouge, en opposition avec ce feuillage gris, comme ça, c'est superbe. Et on avait repéré une plante, un asclépias, avec les bogues un peu piquantes, là, et c'est une opposition avec des plantes plus douces. C'est pas mal du tout. Là, il faut le dire, c'est plus réfléchi, ils ont été au bout des choses, du thème. Il y a une partie de l'équipe qui arrive là. Serge aime voir les réalisations des équipes des autres jardins, car chacun interprète le thème du concours à sa manière. On fait de l'horticulture avec un grand H. Tous les week-ends, vous avez des millions de personnes qui tournent de la pelouse, qui ramassent des feuilles. Voilà, ça, tout le monde sait faire. Mais par contre, les plantations de fleurs comme ça, des réalisations de massifs d'annuels, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est là qu'on joue le métier, en fait. Ce concours est une vitrine. Et Serge réalise que cette année, la concurrence sera rude. Vous m'avez fait toute une liste là au niveau des commandes et tout. Dans la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est aussi une journée importante. Christelle est en réunion avec ses équipes. Du côté des kangourous arboricoles, il y a du nouveau. Après mon tour, du coup, je vais faire le nilgo et ensuite je viendrai au dendrolag. Donc je sais qu'ils ont vérifié la poche hier, ils m'ont fait un petit point là-dessus et tout. Apparemment, du coup, il n'y a rien de spécial. Je vais fixer un poteau en bois pour que dès ce soir, on puisse mettre la caméra, voir ce qui se passe la nuit. Parce que là, il y a beaucoup de recherche de contact, en tout cas. Ça vous irait, ça? Ouais. Il a demandé qui, Kevin? Christelle va revoir leur enclos pour favoriser les rapprochements. On est vraiment au service de nos pensionnaires et donc l'aménagement est très important. Et il faut qu'on s'adapte systématiquement aux besoins physiologiques de l'animal. Leur soigneuse, Leslie, a rejoint le jeune mâle pour une séance d'entraînement. Ce sont des exercices destinés à distraire les animaux en captivité. Je vais créer un son. À chaque fois qu'il y aura ce son, l'animal sait qu'il a fait le bon mouvement et il va avoir une récompense. Et Célèbre, il adore l'avocat pour le training, donc c'est ce que je vais lui donner aujourd'hui. Là, il est pressé, là, il attend. Leslie lui a appris à aller là où elle place la balle jaune. Autre exercice, quand elle désigne une partie du corps, il doit se laisser toucher. Tu veux pas, ok. Il n'est pas stressé en ma présence, il s'approche vraiment facilement, il est très familier. Et après, voilà, je ne peux pas faire non plus d'anthropomorphisme et dire qu'il m'apprécie, etc. Mais voilà, il y a un vrai lien de confiance. Mais le problème, c'est que le jeune mâle ne se laisse pas approcher par n'importe qui. Il reste toujours très réservé avec la femelle d'Androlag. Comment ça va? Ça va. Alors du coup, on les laisse ce soir ensemble, du coup? Oui. Ok. Le vrai problème qu'on a, c'est Célèbre qui est vraiment ultra apeurée par Ingo. Et donc, même si elle s'approche gentiment, il s'en va. Dès qu'elle est à côté de lui, il a peur. Qu'est-ce que c'est que ce garçon? Pour savoir si le jeune couple a une chance de se reproduire,
Christelle va les filmer avec une caméra infrarouge. Bonne nuit. Bonne nuit. Les accouplements sont nocturnes. Salut madame, à demain. Le lendemain, Aude, Christelle et Leslie découvrent ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Ah, madame. Donc, la course commence. Hop là, Encore. ça court encore. Et poursuivi par... Oui, par Yingwei, toujours. Maintenant qu'ils ont bien mangé, bien bu, ils ont Ouais. des forces pour courir. Et on vient de voir passer. Deuxième, t'as vu? Elle s'est rapprochée, attention, elle est plus vite. En même temps, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'ils roupillent toute la journée. T'as vu le bazar qu'ils font toute la nuit, forcément. Et ben voilà, ça y est, c'est le matin. Bonjour, j'ai soif, j'ai couru toute la nuit. Il y a bon espoir. Et bon espoir, il faut leur demander à eux, ça. S'ils vont être efficaces ou pas. En tout cas, déjà, ils s'entendent bien. L'espoir est là. En fait, sur certaines espèces, ça marche bien, la reproduction. Et c'est vrai que les dendrolagues, on connaît moins, parce qu'on n'avait pas cette espèce avant. Et ce couple reproducteur, on vient juste de le former. Et en captivité, ben, on va forcer des individus à être ensemble, ils ne se choisissent pas. Donc, on n'a pas fait de speed dating pour les dendrolagues, peut-être qu'on aurait dû. Et on essaye d'adapter au mieux pour que ça marche bien. Mais c'est pas forcément évident. Il n'y a que 3 mâles reproducteurs en Europe. Si Madame Dandrolague mettait au monde un bébé, ce serait une belle récompense pour les vétérinaires du Jardin des Plantes. Fin octobre, la lumière se fait plus douce à travers les feuillages. C'est le moment où, au Jardin du Luxembourg, les branches commencent à se dégarnir. La surveillance des arbres anciens peut commencer. Le jardin s'enorgueillit de posséder les plus vieux arbres de la capitale. On a une certaine fierté de les maintenir dans un état correct le plus longtemps possible, malgré les difficultés que représente un jardin public en plein milieu de Paris. Attention à la branche! C'est bon, c'est bon! Attention! Ça arrive! Couper le bois mort permet de soulager et renforcer les branches principales. Elle est complètement dangereuse parce qu'elle se trouve au-dessus de la fontaine où il y a des chaises. Et là, elle peut tomber à tout moment. Il va la lancer. C'est bon! Les élagueurs profitent de chaque visite pour inspecter les arbres. C'est quoi le plus beau là? Branche! J'avais dit 10 branches, on n'est pas loin. Allez, Spider-Man! Ah, super! Mais il arrive que les élagueurs soient impuissants. Super, Jocelyn, le déplacement. Certains arbres, comme ce hêtre pourpre vieux de près de 2 siècles, sont attaqués par des champignons. Un parasite qui le ronge et contre lequel il n'existe aucun traitement. C'est un arbre qui est magnifique, qui est un arbre remarquable du jardin. Là, il est un petit peu fatigué, il a eu quelques petits soucis, il a un champignon qui est en train de l'attaquer. Donc le risque, c'est que l'arbre, à tout moment, peut basculer. Et tout ça, c'est du bois, c'est mort tout ça. Ça, il n'y a plus rien. Le champignon a fait son travail. Il est sur la liste des arbres qui doivent subir un check-up complet. Du coup, est-ce qu'on l'abat ou est-ce qu'on le maintient? Ça va être la question suite au test qu'il va avoir pour voir si on peut le conserver encore de nombreuses années. Ce genre de décision n'est jamais prise à la légère, car ces arbres représentent un patrimoine unique. Les jardiniers du Luxembourg vont donc faire appel à des spécialistes et ils vont avoir quelques surprises. C'est le grand jour pour les participants au concours floral. Le jury est composé de Parisiens et parmi eux, on retrouve Émilie. Elle a été sollicitée par la mairie qui a repéré ses efforts pour végétaliser son quartier. On a rebaptisé la rue du Jourdain la rue du Jardin et on a végétalisé une dizaine de pieds d'arbres. Les visites commencent, sous la pluie, par le parc du Chapeau Rouge, dans le nord de Paris. La déco flow cette année, donc le thème étant graines de champion.
Nous, on est parti sur des compétitions entre plantes. Donc on a lancé une compétition avec différentes plantes en les mettant en compétition sur le plus haut, le plus long, le plus gros, voilà, différents thèmes qu'on a déclinés sur les 6 plates-bandes. Et les champions, c'est la plante qui est en isolé qui sort du lot. Voilà. D'accord, super. Une course de plantes et de fleurs. L'idée est originale, mais ce qui séduit surtout Émilie, c'est leur beauté. Elle est belle la photo? Superbe. Non mais je suis complètement époustouflée. Je trouve qu'il y a des fleurs fantastiques. Celle-là, je trouve aussi c'est formidable. La taille des feuilles qui sont superbes. Ça donne des idées. Je les ai pris en photo, je les ai notées et puis je vais essayer de me les procurer pour les pieds d'arbres qu'on essaie de mettre en place. Au même instant, à 2 pas de la Tour Eiffel, Ronan et Serge passent une dernière fois en revue leur composition florale. Salut Serge, ça va bien? La pluie des derniers jours a abîmé leur jardin. Tu vois les agératomes qui commencent à tourner de l'œil, hein, les gonfrena aussi. Il y a de la couleur, mais dans moins d'une semaine, ça fond. Ça va avec le temps de toute façon. Bah oui. La météo. Hein. Aucun bouton à fleurs, rien. Si, peut-être. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça fait du volume. Les membres du jury vont passer dans quelques instants. Chaque détail compte. Donc là, c'est à peu près propre. Il n'y a pas de fleurs fanées, je regarde bien mon panneau. C'est relativement propre déjà, il n'y a pas de souci. Après, vous voyez, là, ça fait des tiges qui partent un peu. On essaye quand même de bien maintenir la déco. Il y a quand même un petit peu de stress. Bon, voilà ce qu'on peut présenter, ce qu'on peut amener. On est content déjà. La situation était délicate cette année vis-à-vis déjà du temps, comme maintenant. Par chance, le soleil réapparaît au bon moment. Serge veut y voir un signe positif. L'hiver, c'est le moment où les Parisiens désertent un peu le Luxembourg. Mais pour les jardiniers, ce n'est pas une saison morte. Comme il n'y a plus grand-chose à manger, Frédéric prend soin de la faune sauvage. Ça, ce sont des graines de tournesol pour nourrir les petites mésanges. C'est pas pour les pigeons. Des mangeoires ont même été cachés dans le jardin. Par contre, t'évites de montrer où il est pour qu'elles soient tranquilles surtout. Pas qu'on les dérange tout le temps. C'est un endroit secret, connu des seuls jardiniers. Et la concurrence est là, qui essaye de récupérer quelques graines. Un petit havre de paix. Hop. Hop. Alors, les mésanges, elles nous aident en allant manger les larves d'insectes ravageurs. Ils détruisent les différents fruits qu'on peut avoir dans le fruitier. Jardiniers et mésanges se rendent donc service mutuellement. On va se reculer et normalement on va commencer à en voir arriver quelques-unes. Ces petits oiseaux colorés sont les anges gardiens du verger. Un autre lieu méconnu. C'est une partie historique du jardin, fermée au public. Des arbres fruitiers en plein cœur de Paris. Il y avait ici, donc il y a 400 ans, déjà les plus grandes pépinières d'Europe. On avait des moines chartreux qui avaient un verger qui produisait des pommes et des poires. Et c'est un petit peu en leur souvenir qu'on a maintenu ce verger. Frédéric perpétue ainsi des techniques de taille qui avaient pratiquement disparu. Là, on a des poiriers doyennés du comice qui sont taillés dans une forme qu'on appelait en livre ouvert. Et donc, le fait d'avoir cette taille apporte un maximum de lumière au milieu. Ce verger est un conservatoire d'espèces anciennes. On a un peu plus de 400 variétés de poires, 600 variétés de pommes et de poires réunies dans ces 3 carrés. De l'autre côté de la pépinière, les élagueurs commencent une opération délicate. Le check-up des arbres, qui donne des signes de mauvaise santé. L'Office national des forêts, l'ONF, a envoyé son expert. Il commence par le hêtre pourpre, rongé par un champignon. Ah oui, d'accord.
Normalement, dans du bois, on n'arrive pas à planter la canne. Et en fait, vous voyez que la pointe, je l'enfonce à la main. Et ça veut dire quoi? C'est que c'est pourri. Il y en a des grosses plaques, là. Là. C'est un peu comme de la cendre, comme du bois qui aurait brûlé. Et les racines ont été blessées. Par cette blessure-là, le champignon est arrivé à pénétrer. Les agents de l'ONF vont faire un test de traction pour mesurer la fragilité du hêtre. C'est le mousqueton que tu vas mettre au bout, je te l'envoie. C'est le seul moyen de savoir s'il y a un risque de chute et dans quelle direction. Pour cela, ils vont exercer une forte pression d'1,5 tonne, comme si l'arbre était pris dans une tempête. Doucement, doucement, n'allez pas trop vite. Hop, doucement. Vous n'êtes pas aux pièces, hein? Ah ben, il vaut mieux que ça ne casse pas, hein. Ça serait une première. Hein. Pour l'instant, je touche du bois, j'en ai jamais cassé. On y va? Doucement. Faut pas bouger trop rapidement quand le... Top! Des capteurs ont enregistré les mouvements des fibres du bois. Ah, il bouge beaucoup quand même, hein? Ah oui? Ouais, il bouge beaucoup, ouais. Il faut d'abord que je fasse les calculs pour vous dire comment il se porte. Il est quand même très altéré. C'est pour ça qu'on m'a appelé, en fait. Je suis un peu le gériatre, moi. Hein. L'expertise de l'ONF tombera quelques semaines plus tard. Elle est plutôt rassurante. Le hêtre pourpre va pouvoir continuer de vieillir à côté des autres arbres centenaires. Un nouveau jardin. Hop. On y va, on y va. Pour Serge et son équipe, c'est le dénouement de 4 mois de travail. Alors, on a fait quelque chose de très, très objectif en fait. Hein. On a représenté quelques symboles des Jeux Olympiques. Et en plus, on a une belle fenêtre de lumière pour observer les fleurs. Donc allez-y, hein, faites le tour. Et si vous voulez poser des questions, on est là, pas de problème. On laisse le public faire le tour de la décoration florale. Et on attend. Les mélanges de couleurs attirent les regards. Le bleu et le rose se marient à merveille. Elle s'est dégradée en plus. Il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont jaunes orangés, en rouge. C'est incroyable. C'est hyper aérien, c'est délicat. Émilie est frappée par la beauté de cette plante grimpante. Elle en planterait bien une dans son quartier. Donc ça s'achète en graines, on peut faire des semis, comment ça se passe Malheureusement, on ne la garde pas pendant la saison froide. Par contre, on peut récolter, vous voyez, ces gousses que vous avez ici. Voilà. Toutes ces gousses-là, on peut les récupérer. Et là, effectivement, elle est germinative pour la saison d'après. Serge aurait dû en planter plus. On aurait dû la mettre, c'est peut-être le petit bémol, parce qu'on aurait dû la disposer dans les flammes olympiques. Donc c'est la petite erreur qu'on a faite. Voilà. Vous leur donnez rigueur? Un peu, tant pis, ils vont perdre des points, mais écoutez, tout le monde fait des erreurs. Et voilà, le public a parlé. Émilie et les autres jurés vont devoir départager les 4 jardins finalistes. Ils ont 2 prix à décerner. Le prix du jardin le plus original et leur coup de cœur. Le premier, ça reste mon préféré pour moi. Moi aussi. Et par rapport à celui qu'on vient de voir à Galliera, où par exemple, ils avaient investi dans du matériel hors fleurs et plantes, et je trouve que c'est dommage parce que ce qu'on vient voir, c'est des plantes. Les prix sont décernés le jour même, dans les jardins de Bercy. Serge semble plutôt serein. Des collègues. Ça va bien ? C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années qu'on concourt sur Galliera, donc on est un peu habitué quand même. Mais bon, il y a toujours une petite tension quand même. Hein. Elle est perceptible, elle est palpable. Hein. Moi, je le sens bien. Mais bon, après, on verra. Dans quelques minutes, Serge et Ronan sauront quel jardin les Parisiens ont plébiscité. Dans un instant, Serge et Ronan vont avoir quelques frayeurs.
Quant à Émilie, faute d'autorisation, elle va continuer le combat et trouver une solution surprenante. On a acheté des jardinières avec des treillis, de façon à commencer quand même à mettre des plantes au bas du mur. Et petit à petit, on va pouvoir les faire grimper. Allez, ne soyez pas timide. Tous les jardiniers remplissent peu à peu la salle. Si on est nominé, on va ensemble récupérer la coupe, hein, comme d'habitude, hein, comme toutes les équipes font, mais on fait ensemble. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Les prix des Parisiens vont être remis. D'abord, leur jardin préféré, celui qui les a le plus touchés. On a donc le prix coup de cœur des Parisiens qui revient au Mail de Bièvre avec l'atelier de Vincent Pochard. Ce n'est donc pas celui de Serge. Second prix, celui du jardin le plus original. Après, nous avions le prix de la décoration la plus originale. Le gagnant est le parc de la butte du Chapeau Rouge avec l'atelier de Éric Devrel. Là encore, déception. C'est le jardin préféré d'Émilie qui a remporté le prix. Serge commence à se demander si la chance n'a pas tourné. Il reste une récompense, attribuée cette fois par un jury de professionnels. Et donc le premier prix va au square du Palais Galliera. Leurs efforts ont finalement payé. En fait, on a très souvent des prix. C'est un challenge que l'on remet en jeu tous les ans. Et on y arrive. Donc c'est super. C'est super. C'est une reconnaissance du métier, en fait. Par contre, on ne faisait pas trop sur vos lauriers parce qu'il y a de la concurrence qui commence à monter. Hein. Oui, hein. Parce que les nouveaux noms, les nouveaux visages, les nouveaux jardins, pour vous, ça veut dire que faut continuer l'émulsion. Hein. Il faut se renouveler et puis... C'est ça qui est bien. Mais ça veut dire que la qualité aussi va augmenter. Ouais. Serge est soulagé. Il a remporté un prix. Mais il sent que l'an prochain, pour garder sa couronne, il faudra se surpasser. Au Jardin des Plantes, la nature s'est mise à ressembler à un tableau. Paris s'est réveillé sous la neige. Certains animaux semblent très bien s'en accommoder. Et les pandarous, regarde, ils sont dehors. Là. Ah oui, je vois, moi. Je suis plus dans l'axe, là. Ah oui, je ne voyais pas. Le pandarou est à l'aise. Il est originaire de l'Himalaya. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que la neige, ça fait une couche de froid qui reste. Fais gaffe parce qu'elles peuvent sauter par-dessus. Les grues sont désorientées par toute cette neige. Faites le tour de côté. Aude a demandé aux gardiens de les attraper. Je préfère les mettre au sec, pas forcément au chaud, mais au moins au sec pour pas casser le poil au niveau des pattes. La bonne nouvelle de l'hiver se trouve du côté des dendrolagues. Ils sont bien au chaud. Bon. Et 4 mois de promiscuité semblent avoir favorisé les rapprochements. Ok. Norine, le chef vétérinaire, s'apprête à endormir la femelle dendrolague. T'imagines si elle est gestante? Ce serait bien. Ouais, je suis plus sérieux. Ces dernières semaines, il y a enfin eu des accouplements dans l'enclos des dendrolagues. Elle est bien shootée, mais alors elle dort pas assez. On va faire un relais gazeux de toute façon.
C'est bon. Je tiens. Ouais, c'est bon. Tu peux lâcher. C'est bon. Pour les dendrolagues, comme pour les kangourous, la gestation se fait dans la poche ventrale. Non, il n'y a pas de petit. Mais il se peut que la fécondation soit très récente. Et dans ce cas, le fœtus n'est pas encore descendu dans la poche. C'est pas parce qu'il n'y a rien dans la poche qu'elle ne peut pas être gestante, en fait. Donc là, on va faire une échographie. Il y a même un truc là, non? Il y a une ampoule là. Attends, là. Ah ouais. Ah. Donc les enfants, il est possible qu'il y ait une ampoule fétale là, ici. Ouais. C'est une excellente nouvelle. Il faut que la gestation soit menée à terme, que tout se passe bien. Il y a encore plein de paramètres, mais a priori, il y a une ampoule fétale dans la corne utérine. Pour Leslie, la soigneuse des dendrolagues, c'est le fruit de plus d'1 an de travail et de patience. Contente? Vraiment très contente, oui. Tous les efforts qu'on a fait pour les mettre ensemble ont payé, donc je suis aux anges aujourd'hui. C'est une belle réussite. Oh, il est ému, Leslie. Non, j'ai couru. Ah, t'as couru? Ah, c'est moins glamour. Tu peux prévenir le service qu'on la ramène, s'il te plaît? Toute l'équipe va redoubler d'attention. Une naissance de dendrolague serait une première. Dans le plus vieux jardin de la capitale, on s'occupe des arbres les plus coriaces. Tous les 10 ans, les racines des palmiers du Luxembourg ont besoin de prendre l'air. Ça fait depuis 2002 que les panneaux sont en place. Donc là, voilà, il est temps de le rencaisser. Allez, tape. Là, on voit bien. Coupe. C'est un travail qui se conduit de la même façon, dans le même lieu, depuis près de 200 ans. Comme c'est très spécifique, on a du mal, entre guillemets, à mécaniser tout ça. Le plus simple et le plus rapide, c'est encore la technique manuelle. Ce rempotage est indispensable. C'est ce qui permet de prolonger la vie des palmiers. Il faut y aller encore. Hein. Ces racines, là, viennent en contact avec la paroi. Donc, on n'a plus de moyens, plus de nutriments, plus de quoi se nourrir. Du coup, on va rafraîchir au niveau racinaire. Donc, ça lui fait pas de mal. Hein. Ça lui fait un peu comme chez le coiffeur. Une coupe fraîche pour les palmiers, donc. Suivie d'une autre étape, moins délicate. Et qu'est-ce que vous cherchez à faire, là? Pour décoller la caisse, qui est encore attachée. Ah, elle est bien collée, ouais. Ah, là, on peut plus faire grand-chose. Elle est décollée, là. On va dire que c'est bien parti, mais c'est pas fini encore. Hein. Une fois dégagé, il faut encore réduire la motte. Bon, bah, il reste encore 10 cm à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est les plus durs. Les plus raides. On va essayer de taper au C4. Ouais. Dans sa nouvelle jardinière, construite sur mesure, le palmier a encore besoin d'une couche de tesson pour le drainage. On garde les techniques traditionnelles. Et le voilà paré pour 10 ou 15 ans. Là, on va pas être mal. C'est bon. On va le laisser tranquille, refaire ses petites racines. Cette cure de jouvence est réservée aux arbres cultivés en caisse, les diamants verts du jardin. Le retour des palmiers, dès que les températures remontent, fait partie des rituels du Luxembourg.
C'est toujours un événement quand on les sort, forcément. Les gens n'ont pas l'habitude de voir passer des palmiers. Bonjour. Excusez-nous, on va devoir vous demander de vous déplacer parce qu'on va venir s'installer ici. Ces arbres ne changent pas de place. Ils ont leur emplacement numéroté autour du grand bassin. C'est l'image du jardin du Luxembourg. Les gens ont l'habitude de les voir. Les locaux attendent avec impatience la mise en place de ces arbres. Comme je vous disais, c'est un signe. Tout de suite, ça veut dire que le printemps est là et que les beaux jours arrivent. Donc ça donne ce petit côté un peu exotique au jardin. Le plus italien des jardins à la française a retrouvé tout son éclat. Grâce au travail de Frédéric et de ses collègues, le jardin du Luxembourg va continuer de faire rêver les visiteurs du monde entier. Bonjour. Dans le 20e arrondissement, malgré les obstacles, Émilie ne s'est pas découragée. Regarde tout ce qu'on a. C'est beau, hein. Et puis c'est des plantes, des persistants qui vont rester toute l'année. Les propriétaires du mur n'ont pas donné leur accord pour qu'il soit végétalisé. Émilie va s'en passer. On a finalement décidé que comme on ne pouvait pas faire un mur entier, on a acheté des jardinières avec des treillis, de façon à commencer quand même à mettre des plantes au bas du mur. Et petit à petit, on va pouvoir les faire grimper. Mais quelquefois, que du blanc, c'est joli. Alors je mets le blanc aussi ici, par exemple. Oui, oui, oui. Tu mettrais ça ici, toi? Oui, 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 oui. Comme ça, par exemple? Et effectivement, les plantes ne sont pas sur le mur. Elles seront devant. On dirait qu'Émilie a tiré profit de ce qu'elle a appris pendant le concours floral. Un bel alignement coloré prend forme. C'est même elle, la néophyte, qui donne des conseils maintenant. Voilà, comme ça. Et si tu veux le fermer, tac, d'accord? Ok, très bien. Ok, tu seras monsieur l'arroseur arrosé. Voilà. Il n'y a plus qu'à espérer que les passants respectent les jardinières. Et le fait que chacun participe, je crois que ça fait effet boule de neige aussi. Et du coup, chacun prend soin de cet espace qu'on partage. L'objectif d'Émilie est quasiment atteint. Je pense qu'une fois qu'ils auront vu ce que c'est, ce que ça donne, comme c'est joli et comme ça évite qu'il y ait des encombrants et des poubelles devant leur porte de garage, l'année prochaine, quand on leur dira on rajoute des grimpants et un filin, on aura un oui. Okay. Un jour, le vilain mur des garages aura peut-être disparu derrière un écran de verdure. Ma cocotte bichette. Hop là. Au jardin des plantes, un mois est passé, mais les soigneurs sont inquiets. La jeune femelle d'Androlag a été une nouvelle fois endormie. Christelle et Norine ont besoin d'examiner sa poche. Non, il n'y a rien du tout. Ils avaient remarqué que la poche ne grossissait plus. Et effectivement, j'ai pas les structures que je voyais avant. C'est presque comme une fausse couche. Ben oui, la dernière fois, il y avait une ampoule fétale. Voilà, malheureusement, ça s'est pas développé par la suite et donc ça s'est résorbé, comme ça peut arriver. Pas de bol, c'est comme ça. C'est comme ça. Tous leurs efforts pour que cette espèce rare se reproduise ont été vains. Bah oui, on est un peu déçus. Après, notre mâle est peut-être encore un petit peu jeune, et puis voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison, ce sera pour les prochains mois, prochaines années. Le programme de reproduction va donc se poursuivre ailleurs. La femelle d'Androlag déménage au zoo de Beauval. Si elle a un bébé, il ne sera pas parisien. Ça va, cocotte? Et bah alors? Parti? Cool. À Beauval, la jeune d'Androlag va retrouver un mâle plus expérimenté et sûrement moins peureux. Mais elle quitte le jardin des plantes et ses milliers de fleurs, l'une des plus belles vitrines de Paris. Et c'est la fin de Reportage Découverte. Passez une très belle après-midi sur TF1 et on se retrouve tout à l'heure à 20h. Aujourd'hui, c'est assez rare d'aller frapper chez une personne pour lui dire on a de l'argent à vous apporter. C'est pas dans l'ordre des choses. Donc les gens se disent forcément il y a une escroquerie, c'est pas possible. Demain, dans Grand Reportage, il mène l'enquête pour trouver les héritiers de personnes décédées. C'est un peu comme une enquête policière, hein. C'est Agatha Christie. Hein. On est là, on cherche des indices, on les recoupe. Par rapport aux défunts, on est remonté aux arrière-grands-parents et on est redescendu sur 3 générations. Se dire qu'un jour on n'attend plus rien et que ça vous tombe comme ça du ciel, ça fait quand même bizarre. Et parfois,
Les chasseurs d'héritiers ont de drôles de surprises. On vient de découvrir 60 000 € enterrés dans le sol. C'est exceptionnel, c'est comme si on avait découvert un Van Gogh ou une Joconde. C'est magnifique. Alors, elles sont ici. Vous allez voir. C'est un merveilleux métier que vous faites. Merci. Et dans Reportage découverte, plongez dans le monde fabuleux des plumes. Que c'est beau, que c'est beau. Pour des robes de mariée. C'est magnifique, c'est tout à fait ce que je voulais, même au-delà de ce que j'attendais. Des militaires. Hop. Alors, 210, c'est parfait, 210, c'est validé. Je me dis, c'est un petit prestige, voilà, c'est les miens, c'est moi qui les ai faits. Ou juste pour le plaisir des yeux. C'est le premier japonais qui comprend ce que je touche, comment je le fais et la qualité de ce qu'il y a là. Les derniers plumassiers français sont prêts à tout. On me sent voyager, on me sent, on me sent heureux parce que tout ça, ça n'existe plus, tout ça c'est précieux. Il y a certaines plumes qui valent une petite fortune, presque aussi cher que l'or, oui.